Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Pour cette 76e vidéo de mon challenge crypto, je vous propose de parler de DYDX. Donc, comme d'habitude, on va faire une présentation du projet, on parlera de la tech, puis de la tokenomique. Je vous ferai un rapport sur les forces et les faiblesses que je perçois au niveau du projet, et on terminera par une petite analyse graphique. Allez, on est parti. Donc DYDX, au moment où j'ai fait la capture d'écran, ça valait autour de 3 $. C'était en 88e position selon CoinBubble. Selon CoinMarketCap, ça peut être un peu variable, mais voilà, vous avez un peu l'idée. Capitalisation 460 millions de $, des volumes de 517 millions. Donc c'est plus que la capitalisation, c'est assez dingue. Le projet, c'est un échangeur décentralisé, donc un DEX de, entre guillemets, nouvelle génération, parce qu'il va apporter quelques éléments en plus et une interface beaucoup plus user-friendly, beaucoup plus sympathique, avec plus d'informations et quelque chose de plus agréable. Ajoutons à ça qu'en plus, il n'y aura pas ou peu de frais de transaction. Théoriquement, pas de frais de transaction. Attention, il y a quand même des frais quand vous faites du trading, parce qu'il sera possible de faire, par exemple, du trading sur marge, et il y a un coût à cela, comme sur les échangeurs centralisés. Notez que c'est un projet qui est à la mode, surtout depuis la chute de FTX. Donc on en entend pas mal parler depuis quelques semaines. À raison, hein, je pense que c'est un bon projet, je pense que le fondamental est plutôt utile. En plus, il y a eu une politique où ils permettaient de, entre guillemets, gagner de l'argent quand on faisait du trading, etc., etc. Donc ils se sont fait connaître. Très bien. Donc on fait la petite présentation ici. Si vous voulez investir, comme vous le voyez sur le graphique, c'est potentiellement un peu tard, hein, parce qu'on voit que le plus bas de l'année était à 1 $, donc le prix a déjà fait x3. Au niveau de l'histoire, donc il a été créé par un ancien développeur de Coinbase. Donc Coinbase, je rappelle, grosse plateforme d'échange centralisée américaine. Le projet est en création depuis 2017 et le token est listé depuis 2021. Ils ont levé au total 87 millions de $, donc c'est quand même considérable, sachant qu'en plus, au fil des levées de fonds, c'est de plus en plus élevé. Je crois que la dernière levée de fonds, c'est 65 millions, c'est pour vous donner une idée. Donc c'est vraiment considérable, c'était d'ailleurs en 2021. Le projet est plutôt apprécié par la communauté, parce qu'il est plutôt pertinent, plutôt efficace, et en plus parce qu'il a fourni des gros airdrops. Il suffisait de faire un certain nombre d'actions au début du projet, de l'utiliser quoi, pour faire tourner un petit peu la chose, pour que on sente qu'il y ait de l'activité dessus, pour recevoir des airdrops. Notez que l'airdrop moyen reçu par les utilisateurs, donc il y a des gens qui sont bien en dessous et d'autres qui sont bien au-dessus, c'est 1200 DYDX. Donc au cours actuel, j'ai bien au cours actuel, c'est autour de 3600 $. Donc c'est quand même énorme, c'est quand même vraiment, vraiment sympathique. Et donc globalement, il a attiré pas mal de monde. Comme je disais, hein, c'est une plateforme de trading, donc on peut faire du levier. Je crois que c'est levier jusqu'à x25 dessus. C'est pas juste un échangeur décentralisé, comme par exemple Uniswap. On va maintenant passer à la partie tech. Donc, ce qu'on peut dire, c'est quoi? C'est que déjà, c'est à la base une Layer 2 sur Ethereum. Et ils utilisent une technologie dont on a déjà parlé dans certains projets, qui est la technologie du Zero Knowledge Proof. Donc, l'idée, c'est qu'on est capable de vérifier une information sans avoir à traiter l'ensemble de la base de données et sans avoir à révéler d'informations. L'idée, c'est que j'avais fait l'amalgame une fois avec des photos qu'on prendrait un état donné, qui fait que ça allège beaucoup le poids de la blockchain. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est de fonctionner avec moins d'informations en faisant des vérifications qui sont beaucoup plus légères en termes de données à charger et du coup en termes de temps, et ça permet d'aller beaucoup, beaucoup plus vite. L'idée, c'est qu'ils sont aussi en train de basculer vers Cosmos. Alors, c'est pas tout à fait clair l'état où ils en sont actuellement, en tout cas au niveau des recherches que j'ai pu faire. Mais on aura du coup quelque chose qui sera compatible entre TH et Cosmos, donc un projet cross-chain. Très bien, moi je trouve que c'est une bonne idée. À venir, du coup, il y a la partie Automated Market Maker, je suppose, c'est moi qui suppose ça, parce que pour le moment, ils avaient un carnet d'ordre qui ressemble à quelque chose de centralisé, comme on a sur les échangeurs centralisés, comme par exemple Binance, mais ils doivent aller sur du décentralisé total, et donc en théorie, décentralisé total, si on se base sur ce que font les autres échangeurs décentralisés, on a un AMM, du coup, avec des pools de liquidités qui sont remplis par des utilisateurs, donc des gens qui ont des cryptos et qui les prêtent, en échange de quoi ils vont percevoir un intérêt, et en face des traders qui vont emprunter l'argent
et donc ils vont payer des frais. En général, pour qu'on puisse avoir une liquidité suffisante, et surtout pour le trading, dans ce genre de cas, on a déjà vu qu'il y a aussi des pools prévus par l'écosystème, et je suppose qu'ici, c'est à ça qu'on fait référence quand on parle du collatéral qui est en USDC. Donc on a théoriquement les deux, en tout cas je suppose que c'est vers ça qu'ils vont aller, parce que ça me semble être la meilleure façon de fonctionner. Donc d'une part, des pools gérés par l'entreprise DYDX ou la DAO, enfin l'entité qui gère DYDX, et donc avec des pools d'USDC qui serviront de liquidité de deuxième de recours, et en premier lieu, des échanges dans des pools classiques. Donc c'est comme ça que moi je vois la chose, à voir si c'est exactement ça qu'ils vont faire. Donc on aura des informations au fil du temps. Il y a la V4 du coup de DYDX qui doit sortir dans quelques temps. Au niveau de l'intérêt qu'il apporte, bah déjà on a un DEX cross-chain comme je l'ai dit, donc c'est plutôt positif. Il est plus ergonomique qu'un par exemple un Uniswap, un EE qui sont très anciens pour le coup, et on va avoir des avantages pour les personnes qui ont du token DYDX, chose que en général les échangeurs décentralisés oublient un petit peu de faire, alors pas tout le temps, hein, mais là on a vraiment cette notion d'attrait comme le font les échangeurs centralisés, comme par exemple sur Binance où vous avez une réduction de frais si vous payez en BNB, ou si vous avez des BNB que vous acceptez de les utiliser pour vos frais de transaction. Donc là on a un peu la même idée, et je trouve que c'est vraiment très très pertinent. Au niveau du coup de la tokenomique, on a pas mal d'infos. Donc déjà au niveau des données CoinMarketCap, on voit qu'on a une capitalisation de marché de 471 millions de dollars. Jusque là, ok. À part que les volumes dépassent la capitalisation de marché, donc c'est quand même vraiment dingue. Ils nous disent qu'en circulation, on aurait 156 millions de tokens. Ce qui est assez étonnant, c'est que sur le site de DYDX, c'est 148, donc il y a quand même un petit différentiel de 8 millions de tokens, donc c'est quand même pas négligeable. À noter que on aurait émis soit 14,80, soit 16%, donc autour de 15% des tokens. C'est très faible, hein. Ça veut dire qu'il y a encore 85% de tokens émettre, c'est très 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 faible, et on le voit sur la courbe de liquidité. Donc si vous regardez entre janvier 2022 et janvier 2023, on a déjà émis un peu, hein, autour de 100 millions de tokens si on en croit la courbe, mais si vous regardez entre janvier 2023 et 2024, c'est considérable, hein. On passe de peut-être 300 à presque 600, 700 millions de tokens, donc attention, il va y avoir énormément de tokens libérés dans l'année à venir. On nous parle d'une inflation à 2%, ça c'est pour la rémunération des gens qui font tourner l'écosystème du stacking, mais attention, là sur l'année, ça va être beaucoup plus que ça qui va être libéré. Vraiment beaucoup plus, hein. Vous le voyez là sur le graphique, en tout cas au niveau des prévisions. Sinon, point quand même sur la répartition initiale pour voir ce qu'ils ont fait des tokens. On voit que 50% sont allés en reward et des airdrops, hein, comme je vous avais dit. Il y a eu d'énormes airdrops pour les personnes qui avaient participé à l'écosystème. Donc vous voyez, c'est 50% des tokens initialement émis, donc c'est quand même énorme. La fondation et le projet ont quand même gardé 22%, donc c'est quand même pas rien, et 27% pour les investisseurs. Donc ça va être plutôt, oui, donc c'est qu'il y a des petites virgules, tant pis. On prend pas en compte, vous voyez de vos yeux. L'utilité du token, du coup. Bah, comme pour les échangeurs centralisés en fait, hein. Il va nous permettre d'avoir la capacité de vote. Donc ça, c'est peut-être pas comme les échangeurs décentralisés, c'est en plus, parce qu'on va pouvoir, du coup, comme on est dans la DeFi, avoir des systèmes dans lesquels le token va permettre de décider un peu de ce qui se passe, donc d'avoir un poids dans la gouvernance tout simplement, et les échanges sur la plateforme notamment, au niveau des frais d'achat, tout simplement. Quand vous achetez, enfin quand vous faites par exemple du trading en futur, donc vous empruntez de l'argent, vous avez un frais en fait, un intérêt qui est payé, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous allez. Et donc l'idée c'est que si vous avez du DYDX, eh bien ça va vous coûter un peu moins cher. Donc voilà globalement tout ce qu'on peut dire au niveau de la tokenomique et de l'utilité du token. Et donc on va passer, pour terminer à cette analyse fondamentale, aux forces et aux faiblesses que j'ai pu noter. Donc au niveau des points forts, historiquement déjà, je dirais que on est sur un fonctionnement qui est intéressant, qui est un peu plus avancé que ce que proposent les DEX depuis quelques années. Donc on est sur une évolution, je trouve. L'idée du cross-chain, très très bon, toujours, je suis très très favorable à ce genre d'initiative. Évidemment, ça profite de la chute de FTX, hein, avec évidemment la peur des échangeurs centralisés. Globalement, un peu plus attrayant, et surtout il fait un peu plus parler que lui que les autres échangeurs décentralisés. Encore que, hein, il se passe quand même des choses, mais voilà. Moi j'en ai quand même pas mal entendu parler dernièrement, surtout les traders.
Et bah, il faut quand même garder en tête qu'on est dans la DeFi, donc on est dans un système où il n'y a pas de banque, il n'y a pas de grosse entité derrière, c'est les utilisateurs qui sont responsables de ce qui se passe. Donc c'est à la fois très très positif et à la fois négatif parce que d'accord, on est du coup en possession totale de nos tokens, donc ça c'est vraiment vraiment cool, on peut retirer, etc. On va pas être bloqué de ce côté-là, il n'y aura pas de gel de liquidité. Il peut y avoir des scams, cela dit, mais voilà, il ne devrait pas y avoir ce genre de problème-là. Par contre, ça veut dire qu'on est complètement responsable de ces liquidités et que si par exemple on perd notre clé privée, eh bien, il n'y a pas de moyen de récupérer les tokens. Donc voilà, il faut toujours faire attention à ça. Autre chose dans les points négatifs, il y a quand même une image des DEX qui est un peu négative parce que comme je vous l'ai dit, il y a eu des scams, il y a eu des soucis, il y a eu en plus cette année Terra Luna et compagnie, donc voilà, il y a quand même une certaine forme d'inquiétude globale, même si ça se tasse un peu, hein, surtout depuis qu'on est en hausse là, depuis début janvier. Voilà, hein, quand vous avez un semblant de bull market, tout de suite c'est la fête et on oublie les gros problèmes. Donc, écoutez, pour le moment tout va bien. On est quand même dans une période un peu floue au niveau, je vous l'ai dit, de la transition du carnet d'ordre hein, qui était centralisé, qui est censé ne plus l'être, il est censé avoir la V4. Donc voilà, on est dans cette période un peu de flou, mais ça va, je pense que ça va avancer. Au niveau des points économiques, la TVL qui est égale à la market cap en ce moment, donc ça c'est vraiment positif. Total Value Lock, hein, je rappelle, j'ai peut-être oublié de mentionner, mais c'est écrit sur la fiche, 400 millions de dollars, donc c'est vraiment considérable quand on voit que c'est équivalent à la market cap, donc beaucoup beaucoup de tokens stackés, tant mieux, certainement parce qu'il y a un beau rendement dessus, hein, mais tant mieux. Des volumes qui sont supérieurs à la market cap, ça c'est vraiment incroyable, parce que c'est-à-dire qu'il y a beaucoup beaucoup d'achats et de ventes de tokens, beaucoup d'activités, donc ça c'est très appréciable. L'offre max qui est capée, ça fait plaisir, hein. On a quand même beaucoup, on a vu quand même pas mal de projets où on n'a pas ça, donc voilà, là on sait combien il y aura de tokens au max, mais il y aura quand même une inflation qui reste raisonnable, 2%. Donc une fois que toute l'émission aura été faite, là dans quelques années, il y aura une inflation résiduelle de 2%. Ça me semble être tout à fait acceptable pour ce genre de projet. Point négatif, par contre, seulement 16% des tokens qui ont été émis. Donc là, c'est vraiment très très peu, hein. Ça veut dire que si vous avez des tokens, vous allez vous faire diluer si vous les gardez au fil de l'année, c'est comme ça. Donc après, il y a des projets qui s'en sortent très bien en faisant du stacking, des airdrops, en lançant des nouvelles choses, en lançant de la hype hein, concrètement, en donnant envie d'acheter le token. Mais là, s'ils font rien, juste mécaniquement, il y aura potentiellement 2 fois et demi le nombre de tokens qu'on a actuellement dans un an. Donc évidemment, une offre supérieure à la demande, ça fait une baisse du cours du token. Donc ça, c'est entre guillemets le risque économique qu'on risque de voir arriver dans les prochains mois. On verra bien, je suppose qu'ils ont une stratégie pour parer à ce problème. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire sur la partie fondamentale. Je vous propose maintenant qu'on aille voir graphiquement à quoi ça ressemble. Donc en weekly, pour commencer, on est sur Binance. Donc on est là, on est au 6 septembre, peut-être qu'il y a un historique plus ancien. Peu importe, on a juste envie de voir que ça a monté voilà, en septembre très 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 fortement. C'est allé jusqu'à 27 dollars, donc c'est énorme. Et depuis, c'est en baisse, donc septembre 2021. Donc vous noterez que dans la partie de novembre-décembre où certaines cryptos ont surperformé, là ça n'a pas été le cas sur des GradeX. On est en descente totale jusqu'ici, du coup, jusqu'en juin de 2022. Où on a touché les plus bas une fois, donc à 1 dollar. On a remonté ici à 2 et quelques. Donc vous voyez une belle zone qu'on ira voir un peu plus près en daily. Mais on peut déjà observer voilà, que la zone des 2,3, 2,7 est une zone dans laquelle on a rebondi. Donc en fait, on a fait un range hein, depuis qu'on est rentré là en mai. On est allé en bas en juin, donc à 1 dollar. On est retourné à plus ou moins 2,5, redescendu ici en septembre, remonté en novembre et redescendu suite à FTX pour retoucher les 1 dollar autour de la 3e semaine de décembre. Et depuis, hausse. Et on a passé cette zone-là. On est vraiment passé au-dessus. Enfin, on est passé au-dessus, mais on n'a pas encore clôturé, parce que vous voyez, c'est cette semaine, hein, c'est vraiment là, dans les 2-3 derniers jours qu'on est allé au-dessus, et on a buté sur la zone du dessus, qui est à mon avis la prochaine zone de résistance, entre 3,5 et 4 à peu près dollars. Donc, on va aller voir en daily, pour se donner une meilleure idée de ce à quoi ça ressemble. Hop, on va repasser en plein écran. Belle correction aujourd'hui, du coup, c'est normal, c'est attendu. Hein. Donc moi je pense que la zone ici est intéressante, la zone verte, hein, entre 2,4 et 2,7, mais attention, rien ne dit qu'on ne va pas redescendre en dessous. On va peut-être aller regarder les indicateurs du coup,
Notamment, bon, les volumes, voilà, on le sait, c'est des beaux volumes, c'est vraiment dingue, pas besoin d'en dire plus, il y a de l'activité. Au niveau des moyennes mobiles, là où c'est intéressant, donc en daily, on a tout passé, hein, même la moyenne de 100 jours, elle a été passée il y a bien longtemps, elle a été passée il y a presque une semaine maintenant. On voit qu'elles sont pas encore dans l'ordre. En théorie, si on continue à hausse, ce que je vous dis depuis plusieurs vidéos, il y a un certain nombre d'acheteurs qui achètent sur la moyenne 20. Vous voyez, en plus, on va avoir une convergence moyenne 20 jours, moyenne 200 jours. Si le prix redescend dessus, peut-être que ça pourrait coïncider là dans cette zone-là, un peu en dessous de la zone là. Au niveau du bas de bougie du précédent range ici, là, vous voyez, ici là, autour de 2,2. Potentiellement, il y aurait un rachat très intéressant à faire. Est-ce que ça va aller là? Je n'en sais strictement rien, bien évidemment. Ce que je vous propose, c'est juste qu'on regarde en weekly, avant de partir, l'indicateur du RSI, pour voir un petit peu ce qu'il nous dit. Et donc on voit qu'on n'est pas encore en surachat, on est à 62 en weekly, mais que on a quand même eu une super hausse, bien évidemment. Donc oui, il y a encore de la marge, même selon le RSI. Mais attention, on verra de toute façon ce soir ce que dit Powell au niveau de la hausse des taux. Si c'est favorable au marché, on peut s'attendre à un retour dans cette zone-là. Si c'est défavorable, je pense qu'on peut largement acheter là, voire même un peu plus bas, peut-être sur cette zone-là qui semble être un peu médiane au niveau des 1,8. Voilà globalement tout ce que je voulais vous dire sur DYDX. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à la prochaine.